Oyez, tisanophile, là. Nous, on va commencer. Marjorie qui va nous parler de... L'endométriose. Peut-être juste le temps de me présenter. Donc, je suis Marjorie Laubry, j'ai un cabinet médical à Saint-Gilles-Léo. Et mon histoire avec les plantes, ça date de longtemps parce que quand j'étais en médecine, en métropole, j'ai fait mes études là-bas. Et pendant l'été, je travaillais avec des tisaneurs. C'était des gens qui plantaient la pomme et les endives. Et ils plantaient, ils ramassaient les plantes aussi. Donc, on travaillait ensemble. Moi, je faisais le diagnostic et lui donnais les plantes. Donc, c'est vrai que ça me rappelle un peu ces moments en métropole. Et je suis contente d'être là. L'odeur des plantes et les petits moments où on s'arrête pour boire une tisane. J'ai connu, mais dans l'hémisphère nord. Sinon, donc, médecine générale et certaines spécificités, puisque quand je suis arrivée donc, à La Réunion, j'ai essayé de voir les tisaneurs sur les marchés, mais je comprenais déjà pas très bien le créole. Et puis, il y avait pas, je comprenais pas les correspondances entre les petits noms d'ici et puis les noms latins. Donc, j'ai mis ça de côté. J'ai appris l'homéopathie, puisqu'il y avait des formations d'homéopathie ici. Et en remplaçant des homéopathes, il y en a beaucoup qui font de l'acupuncture. Donc, je suis repartie en métropole pour me former à l'acupuncture, à la médecine chinoise. Et finalement, la nutrition, c'est depuis toujours. Je suis intéressée par la nutrition. C'est que l'alimentation, c'est très important dans la médecine. C'est la première médecine, l'alimentation. Et je suis venue avec Joanne, qui est diététicienne. Et donc, cette année, on a travaillé sur l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une maladie qu'on va essayer d'expliquer le plus simplement possible. Et c'est une priorité de santé publique 2023 parce qu'il y en a beaucoup et la prise en charge, elle n'est pas top. Donc du coup, il faut qu'on travaille ensemble pour faire avancer ça. Donc l'endométriose, il y a un mois, il y a le mois de mars où on en parle. Vous savez, il y a l'octobre rose. Et l'endométriose, c'est le mois de mars. Et la couleur, c'est le jaune. Pourquoi mars? Pourquoi mars? Peut-être parce que c'est le printemps, c'est la renaissance, je sais pas. Et puis la couleur jaune, c'est la couleur en médecine chinoise, c'est la couleur de la terre. En fait, c'est toutes ces maladies de système, ces maladies de terre qui fleurissent malheureusement. Donc mieux comprendre l'endométriose. Donc voilà, l'endométriose en chiffres, parce que c'est important de mettre le contexte. Il y a 10%, donc je parle en métropole, après je parlerai de La Réunion. 10% de femmes qui sont atteintes, donc c'est énorme. Mais les nouveaux chiffres vont sortir en 2025 et à mon avis ce sera beaucoup plus que ça. Puisque justement, comme on détecte maintenant, on en trouve plus. En fait, jusqu'ici, les règles, c'était normal que ça fasse mal, mais en fait, c'est pas normal. Et donc maintenant on va un peu plus loin, quoi. C'est-à-dire que une jeune fille qui a mal au ventre et qui va pas à l'école, on cherche. Donc 10% des femmes, on met 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose. Donc c'est pour ça que les femmes ont mal, elles en parlent, mais on leur dit c'est normal, et puis elles vont en avoir d'autres, et puis voilà. Donc il y a une errance aussi diagnostique, mais donc ça devrait s'améliorer. 70% des femmes souffrent de douleurs chroniques invalidantes. Ça veut dire que les filles ne vont pas à l'école. Les femmes, elles ne peuvent pas s'occuper de leur famille, elles ne peuvent pas aller travailler. C'est vraiment, elles sont couchées, quoi. Donc c'est assez important. 40% rencontrent des problèmes d'infertilité. C'est pas 100%, parce que souvent on dit l'endométriose, les femmes ont peur de la stérilité, mais c'est pas 100%. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont l'endométriose qui ont des enfants. Dans la population générale, c'est 25% maintenant des couples qui ont des problèmes pour concevoir. C'est énorme, que ce soit hommes et femmes. Et pour l'endométriose, c'est 40%. Et 0 traitement spécifique, c'est-à-dire qu'on a à la médecine classique, on n'a pas de traitement pour l'endométriose. Donc on va agir sur les hormones, mais on n'a pas de traitement spécifique. Bon, après, il y a des recherches, vu que c'est utilité santé publique. Maintenant, on va avoir il y a des recherches et on espère que ça va aller mieux. À La Réunion, donc les chiffres à La Réunion sont plus importants encore
Là, en jaune, c'est la métropole et la Réunion, c'est cette première partie en bleu, c'est-à-dire qu'on a le taux d'incidence le plus élevé en France. Juste derrière, vous avez la Martinique. Et on a le taux le plus élevé d'endométriose, comme on a le taux le plus élevé de diabète. Et vous avez souvent des maladies concomitantes de terrain. Alors pourquoi donc c'est pareil, hein, ces chiffres ils vont être revus en 2025, donc ça va peut-être encore augmenter, parce qu'on en voit vraiment beaucoup maintenant. Alors pourquoi la Réunion? Bon, la Martinique, il y a eu des problèmes avec les polluants, hein, avec notamment l'agriculture, où il y avait le charançon de la banane et ils ont traité à fond. Et donc voilà, on reparlera des traitements après. Et c'est vrai qu'à La Réunion, la canne est quand même assez traitée. L'autre fois, j'ai reçu une dame qui avait une quarantaine d'années et qui présentait des signes d'endométriose. Et elle me dit, je sais pourquoi j'ai de l'endométriose. Je dis, super, enfin, je suis intéressée. Pourquoi vous avez de l'endométriose? Et en fait, elle avait déménagé, elle s'était installée au milieu des champs de canne. Et 5 ans après, elle a développé l'endométriose. Alors qu'elle avait déjà eu des enfants, elle avait pas de problème de santé. Et elle me disait qu'elle doutait parce qu'il y avait une odeur de produits chimiques souvent chez elle. Donc il y a probablement, bon, c'est pas la seule raison, hein, il y a plein de raisons, mais il y a probablement aussi l'utilisation abusive des traitements. Il y a les facteurs génétiques, oui, il y a aussi des facteurs génétiques, effectivement, il y a des familles d'endométriose, des familles de femmes à endométriose. Et en fait, c'est-à-dire que les gènes c'est la base, et après il y a plein de facteurs qui viennent se greffer dessus. Que ce soit donc tous les toxiques, hein, le stress, plein de choses qui arrivent et qui vont faire qu'à un moment la balance va pencher et la personne va déclencher sa maladie. Alors là, j'ai refait, je ne sais pas si vous voyez bien, pour décrire l'endométriose, il faut décrire aussi l'anatomie de la femme, parce que tout ça, c'est à l'intérieur, on ne sait pas comment c'est fait. Et donc, pour que les femmes, elles comprennent ce qu'elles font. Elles font donc des échographies, elles font des radios, et pour qu'elles comprennent un peu où ça se situe. Donc là, en fait, c'est une coupe dans ce sens-là, hein. Du coup, vous avez le sacrum à l'arrière, hein, la partie osseuse qu'on sent quand on pose la main. À cet endroit-là, vous avez l'anus par où on fait caca et le rectum, la digestion. Vous avez ici l'utérus avec le vagin. Et en avant, vous avez la vessie avec l'urètre par où on fait pipi. Et devant le pubis, c'est-à-dire la partie osseuse aussi. Donc l'endométriose, c'est un tissu qui est normalement présent dans l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, hein, endométriose, endomètre. Donc c'est un tissu qui est normalement dans l'utérus et qui va migrer à l'extérieur. Donc il va migrer soit dans le muscle utérin, et on parle d'adénomyose, c'est la même chose, hein, endométriose, adénomyose. Et il va pouvoir migrer à l'extérieur, et on va classer donc soit sur les ovaires, hein, ici vous avez la coupe de la femme de face, avec le vagin, l'utérus et les ovaires de côté qu'on ne voit pas sur le profil. Et donc ça peut toucher les ovaires, ça peut toucher les ligaments utérosacrés. Tout ça, c'est des choses qu'on voit sur les radios et sur les IRM, hein, sur les échographies. Ligaments utérosacrés, rectum, à l'avant de la vessie, etc. Donc voilà, c'est des tissus qui sortent de l'utérus et qui viennent se greffer. Et ça peut aller beaucoup plus haut si, hein, là, c'est uniquement, j'ai représenté que la partie appareil génital de la femme, mais ça peut monter aussi au niveau des poumons, ça peut aussi se localiser au niveau du cerveau, au niveau des yeux. En fait, ça peut disséminer, hein, dans tout l'organisme. Et en fait, l'inconvénient, c'est que ce tissu, normalement, il va gonfler et il va s'éliminer, hein, quand il gonfle sous l'effet des hormones. Et quand il s'élimine, c'est les règles. Et ce tissu qui sort de l'utérus, il va faire pareil. Il va gonfler et il va s'éliminer. Donc il va y avoir des douleurs,
puisque normalement il ne doit pas être présent en dehors de l'utérus, il va y avoir des douleurs qui vont suivre les règles, donc des femmes qui seront vraiment très très gênées pendant les règles, et aussi de l'inflammation, on va en revenir après. C'est aussi ce tissu qui saigne, donc les femmes elles vont faire pipi du sang, elles vont faire caca du sang, et elles vont avoir du sang dans le péritoine, et ça va faire très mal, quoi. Hein. Donc c'est pour expliquer pourquoi ça fait mal en fait. Oui, je comprends pas comment ça peut migrer jusqu'au cerveau. C'est véhiculé, ces bouts de tissu là, c'est véhiculé par le sang, c'est ça? Ça peut être véhiculé par le sang. Alors ça, on ne sait pas exactement. Hein. C'est quand même une maladie très mystérieuse. Hein. C'est pour ça qu'il y a des recherches. Hein. On sait pas. Il y a eu des théories qui ne sont plus valables, comme la théorie du reflux. Mais c'est plus valable, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, on disait que le sang refluait dans les trompes et venait se positionner dans le péritoine, enfin dans le bas le bas du bassin, le bas du ventre. Mais en fait, tout ça, c'est plus valable. En fait, on pense aussi que de plus en plus que c'est un problème immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire, c'est un petit peu toutes les maladies de terme, toutes les maladies de système dont on parle, hein, c'est-à-dire que le système immunitaire, il n'arrive plus à contenir les cellules là où elles devraient être. Mais ça, c'est assez mystérieux. Hein, c'est sur les causes, on a des hypothèses, on sait qu'il y a la génétique, on sait qu'il y a l'immunitaire, on sait qu'il y a les polluants, mais après, on n'a pas la réponse, pour l'instant. C'est bon pour ça ou alors vous avez des questions? Comme vous disiez, il n'y a pas de traitement, on peut soulager avec nos hébages. Oui, on va y revenir, bien sûr. Hein. Oui, en fait, il n'y a pas de traitement. Mais comme c'est quelque chose de très complexe, ça fait partie des maladies chroniques très complexes, effectivement, on va multiplier les intervenants pour que chacun puisse apporter son savoir et puisse soulager les femmes en fonction de ce qu'elles ont besoin. Hein. Ouais. Oui. Ça se déplace à chaque cycle. Alors ça peut s'étendre en fait. Hein. Il y a des mots qu'on appelle le cancer silencieux, mais c'est pas un cancer. Hein. C'est pas un cancer, mais effectivement ça se développe parce que c'est sensible aux hormones. Et donc tant que les hormones elles viennent en fait développer ce tissu, ben, ça continue à se disséminer. Et puis parfois ça se calme et parfois ça reprend. Donc il y a des en fonction des différents facteurs. Donc en fait, il y a deux mots qui sont importants dans cette maladie, c'est les hormones et c'est l'inflammation. Les hormones, ça vous parle? Vous savez ce que c'est que les hormones? Oui. Peut-être une petite définition, ça peut toujours faire du bien. Voilà. Les hormones, en fait, c'est sécrété par le corps. Hein. Ce sont des substances qui sont fabriquées par notre corps. Donc, il y en a dans la thyroïde, il y en a dans le pancréas, il y en a aussi donc au niveau des ovaires, les surrénales, etc. Et en fait, c'est un messager. Donc, ça circule là par le sang, du coup, et ça vient donner une information au tissu. Hein, donc, ça vient donner une information. Donc là. À l'utérus, faut que le tissu grossisse pour recevoir éventuellement un embryon. Enfin voilà, donc c'est ça les hormones. Ok. Et l'inflammation, on en reparlera après. Donc voilà, et c'est un tissu donc qui est qui dépend des hormones, donc on appelle hormonodépendant. Donc les ovaires produisent beaucoup d'hormones. Donc ça s'appelle les œstrogènes et la progestérone, mais bon, vous retenez hormones en général. Et il y a d'autres tissus aussi qui sécrètent, et notamment les tissus graisseux. C'est pour ça qu'on essaye aussi de dire aux femmes qui ont un surpoids de faire attention, parce que leur tissu graisseux va fabriquer en fait des œstrogènes. Et du coup, le problème de déséquilibre de l'œstrogène, c'est que des hormones, c'est qu'il y a trop d'œstrogènes. Hein. Donc voilà justement le déséquilibre qu'on trouve dans l'endométriose. Donc il y a les deux hormones, la progestérone et les œstrogènes. Et là, il y en a trop. Et donc quand il y a trop d'œstrogènes, ça vient encore aggraver l'inflammation. Alors l'inflammation, si on parle d'inflammation, inflammation ou enflammation, hein, c'est quand... pour vous, c'est quoi l'inflammation ou l'enflammation? Une partie du corps qui s'échauffe, Ouais. Une chaleur qui est intensive et qui fait que la partie devient de plus en plus insupportable, avec douloureuse et qui n'est pas comme le feu. C'est comme le feu, oui, inflammé, c'est pareil. Hein. Donc, par exemple, si moi je descends à la plage, je reste 2 heures à la plage, je vais être quelle couleur à votre avis?
Voilà. Et puis ma peau, elle sera comment? Rôtie, elle sera chaude et ça va faire mal. C'est ça l'inflammation. Hein. C'est comme, voilà, c'est ça l'inflammation. Pareil pour la piqûre de guêpe, vous voyez, ça gonfle, c'est rouge, c'est chaud. Ben, c'est ça l'inflammation. Et donc l'inflammation, là, elle est à l'intérieur. Donc trop d'œstrogène. Donc on a dit, c'est soit parce qu'il y a du tissu adipeux, c'est-à-dire que la graisse, elle fabrique des œstrogènes. Normalement, le foie, enfin vous connaissez l'importance du foie qui est un gros filtre, hein, c'est vraiment notre filtre, un des filtres principaux. Et là, le foie, ben, il est un petit peu débordé parce qu'il faut éliminer tout ça. Et le foie, il marche avec la flore intestinale. La flore intestinale, c'est comme un jardin à l'intérieur de votre ventre. Et du coup, le foie et la flore, ils sont ensemble. Donc des fois, vous avez à la fois un foie qui est saturé, mais aussi une flore, mais on en reparlera après, c'est comme le jardin, en fait, dans votre ventre, il est appauvri, quoi. Et donc, ce qui joue aussi sur les œstrogènes, ce sont les perturbateurs endocriniens. Donc, on va parler un peu des perturbateurs endocriniens. Hier, j'ai reçu par donc l'Agence régionale de santé un slide pour les perturbateurs endocriniens à distribuer aux patients. Et bon, c'est pour les femmes enceintes, mais c'est valable aussi pour les gens, pour l'endométriose, c'est valable pour les gens qui sont suivis pour des cancers, etc. Et qui expliquent qu'en fait, voilà, il y en a partout. Hein. Donc là, les perturbateurs endocriniens, en fait, ils vont venir faire comme si c'était les hormones. C'est-à-dire, ils vont venir mimer l'hormone. Ils vont venir agir, alors qu'en fait, ce n'est pas des hormones, mais ils viennent et ils donnent l'information aussi. Voilà. Donc du coup là c'est un tableau un peu compliqué, mais c'était juste pour vous montrer qu'on en trouve beaucoup dans l'endométriose. Vous avez les PCB qu'on trouvait dans les transformateurs et les appareils électriques. Ils ont été interdits en 1987, mais ils sont toujours présents dans la nature. Et c'est ça le problème, hein. Ça s'appelle des POPs. C'est présent surtout dans les produits animaux, viande, lait, charcuterie, gros poissons. Et c'est multiplié par 1,6 dans les tissus des femmes qui ont l'endométriose. En fait, ce sont des produits chimiques qui étaient présents dans les transformateurs et dans les appareils électriques. Ils ont été interdits parce qu'on sait que maintenant, c'est pas bon. Mais le problème, c'est qu'ils sont infiltrés dans les sols et ils sont toujours présents. Et comme les animaux, ils broutent l'herbe, eh ben, ils vont concentrer en fait ça. Donc, effectivement, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les viandes et dans les poissons. Voilà. Vous avez la dioxine. Alors la dioxine, ça peut être naturel, ça peut venir des incendies et des volcans aussi. Hein. Donc du coup, et même quand vous faites, voilà, c'est dégagé quand vous faites un feu. Il y a de la dioxine qui se déclenche. On les trouve aussi dans les graisses animales et on les trouve dans le liquide à l'intérieur du ventre des femmes qui ont endométriose. Vous avez le bisphénol qu'on va trouver dans les plastiques, canettes, on verra où est-ce qu'on trouve, qui est présent dans 63,8% des femmes atteintes. Les phtalates dans les sangs et les urines des femmes, la PFAO dans les poêles et les pesticides. J'ai remis donc ce pesticide qui était présent en Martinique et qui augmente de 1,7 à 5,3 les risques d'endométriose en Martinique. Donc vous voyez, tout ça c'est documenté, hein, on a plein d'études. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on commence à prévenir les gens. Et c'est vraiment une bonne chose. Donc je vais laisser, là vous pouvez venir faire des photos. Hein, il explique ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien et où est-ce qu'on peut les trouver avec les produits de la Réunion. Voilà. Et puis les gestes pour tout doucement adapter son mode de vie en fait. Hein. Il y a des solutions quand même. Donc voilà, les perturbateurs endocriniens. Donc j'ai déjà un peu dit, vous en avez dans la graisse animale, le bœuf, la charcuterie, et aussi dans les grands poissons, hein, les poissons pélagiques de la Réunion, marlin, thon, espadon. En fait, c'est pour gros poissons mangent les petits poissons et donc ils viennent concentrer en fait ces produits. Donc on dit aux femmes enceintes de ne pas manger d'espadon, de marlin, voilà, parce que c'est dangereux pour leur bébé. Tu peux passer celle d'après s'il te plaît. Vous avez les fruits et légumes. Donc ceux-là, ce sont les fruits et légumes qu'il faudrait prendre en bio. Il y en a qu'on n'est pas obligé de prendre en bio, mais ceux-là, apparemment, c'est ceux qui sont les plus traités. Alors c'est vrai que quand vous avez un chou dans le jardin et que vous mettez rien, vous voyez qu'il y a tout mangé. Hein. Et les tomates.
Voilà, il est tout mâché et c'est pas nous qui le mangeons. Et puis pareil pour les tomates, hein, malheureusement on utilise beaucoup de tomates mais elles sont très traitées. Donc voilà, ça ce sont les légumes qu'il faudrait prendre en bio. Donc vous avez les épinards, concombres, carottes, choux, tomates, céleri. Et en fruits, vous avez la fraise. Vous avez les fruits qui sont importés, qu'il vaut mieux laisser sur les étals du marché, hein, parce qu'ils sont hyper traités, tout ce qui est d'Afrique du Sud, pommes, poires, raisins. Si vous pouvez les laisser au marché, c'est mieux. Même Pour- ceux qui sont bio. Même ceux qui sont... Non, c'est ceux qui font prendre en bio. Oui, effectivement, il y a des pommes bio. Des fruits Ouais. bio Oui, qui oui, viennent oui. d'ailleurs. Là. Oui, mais c'est mieux quand même d'être en accord consommer avec les local. fruits d'ici. Ouais. Et est-ce que vous confirmez que si on plonge ces fruits et ces légumes dans du vinaigre pendant un certain temps avant, ça absorbe une partie des perturbateurs ou c'est une pratique qui s'est installée mais qui n'est pas vérifiée scientifiquement? C'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai rien lu là-dessus. Le bicarbonate, non? C'est dans le bicarbonate. Oui, on peut laver, hein, mais moi je pense que quand même, vous voyez bien quand vous mangez la chair de certains poires, par exemple d'Afrique du Sud, même si vous épluchez, la chair, elle a un goût, hein. Elle a le goût des produits, hein. Donc ça un filtre quand même. Hein. De toute façon, les fruits qui sont traités là, maltraités je dirais, ces fruits-là reçoivent des produits chimiques qui sont systémiques, ça rentre dans le fruit. Depuis la fleur, on traite, et jusqu'à ce que le fruit soit mature. Donc le produit, c'est pas seulement sur la peau, c'est à l'intérieur du fruit. C'est ça. Par contre, vous pourrez acheter sans que ce soit bio, parce que bon, bien sûr, on va dire le bio c'est cher, je suis tout à fait d'accord, mais plus vous allez vider les étals sur les marchés, plus il y aura de la demande. Et j'espère que les prix vont baisser et que tout le monde pourrait avoir accès. Après, bien sûr, vous avez les fruits de la cour. Hein. Si vous avez des gens qui ont des fruits dans la cour, ils sont bio normalement. Hein. Donc, si vous avez la chance d'avoir la famille ici avec du terrain, ben, allez chercher leurs fruits, quoi. Hein. Et donc en non bio, vous pouvez consommer la brinjelle, brocoli, maïs, patates douces, petits pois, ananas, avocat, mangue, papaye, pastèque. Bon, bien sûr, il faut toujours se renseigner quand même si je sais pas s'il y a des agriculteurs ici, comment c'est élevé. Hein. Je suis agricultrice. Et dans certains champs, c'est traité. Il y a un traitement. Par exemple, je prends le cas de la mangue. Si elle n'est pas traitée, les mangues sont toutes piquées, il y a des vers de Oui. Attendez, Et l'ananas, c'est énorme. Oui, c'est traité aux en hormones. champ pour que ce soit on me mûr dit c'est pas 2 traité, jours mais c'est traité après. quand même. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais allergique à l'ananas, mais c'était au C'est les produit de produits l'ananas. qui sont Quand des les hormones, hormones, on produit sans produit. Les inserts. Oui, donc il y a des spécificités locales. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est... voilà, c'est une liste qui est sortie d'un livre qui est écrit par un Canadien. Mais il y a des spécificités locales. En fait, il faut vous renseigner avec les agriculteurs. Quoi, hein. Qu'est-ce qu'ils mettent sur leurs produits. mais même les racines, les légumes racines, là, vous dites que patates douces, c'est manioc, patates, tout ce qui est pommes de terre. Le problème, c'est qu'on met du désherbant pour enlever toutes les herbes avant de planter. Ça va dans la C'est dans terre. le sol. Et les légumes racines vont pomper tout ce qu'il y a comme poison dans la terre, dans le sol. Oui, Donc, c'est ça. et après, pour défaner, c'est-à-dire quand les pommes de terre sont matures, on vient avec un désherbant pour dessécher toutes les feuilles, pour arracher, pour ne pas être ennuyé avec les fans. Donc, les légumes racines sont aussi pesticidés. Hein. Oui, Attention, hein. ça paraît logique. Hein. C'est sûr que comme ils sont dans la terre... ouais. Donc, oui, Sauf si on est en bio. sauf si on a Ouais, envie. fais du on parle de légumes Je fais traités. du bio, c'est il faut les laisser le agriculteurs qui sont terrain pas au bio, hein. repos. Pour ne pas mettre le pesticide comme dit, et il faut que le sol soit au repos. Voilà. Ce qui serait surtout bien, c'est que les gens tout le monde puisse avoir accès au bio au niveau C'est pas évident. budget. Hein. C'est surtout ça. Ouais. La meilleure façon, c'est pour ceux qui ont un petit jardin, essayer de faire soi-même parce qu'il y a des techniques bio qui peuvent être faciles. Par exemple, le Nîmes qui n'est pas trop utilisé ici. Pour les choux qui piquent, là, les choux que vous avez dit avec des petits trous, là. Il suffit de faire un bon purin de Nîmes et passer 2-3 fois dessus et ça va vraiment éliminer toutes les petites chenilles dedans. Purin de Nîmes, facile à faire, ça on a des petites brochures là-dessus, à portée de tout le monde. Oui, on essaye aussi de demander aux gens qui sont en appartement d'avoir d'avoir des petits bacs et puis d'avoir un peu de verdure quand même, hein, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir du terrain et d'être dans les hauts, quoi. Alors, la suivante. Donc ça, c'est les autres sources. Donc,
Au niveau du plastique surtout, hein, donc les phtalates, les plastiques, notamment les barquettes en plastique, surtout vous ne les mettez pas au micro-ondes parce que là du coup vous avez plein de produits perturbateurs endocriniens. Vous avez les films alimentaires, c'est pareil, vous n'en avez pas besoin, vous les laissez au supermarché. Donc en fait il faut essayer de récupérer du verre ou d'autres, on verra avec Joanne tout à l'heure, quel autre contenant. Pareil pour les gobelets en plastique, les boîtes en plastique. En fait, tout le plastique, il faut essayer de le remplacer progressivement, hein, si c'est possible. Alors voilà, par quoi ça se manifeste l'endométriose? Quand est-ce qu'on doit y penser? C'est donc, il y a les 5D, ça s'appelle les 5D. Et donc vous avez surtout les douleurs pendant les règles. Donc oui, c'est une femme qui a mal, mais qui est couchée, quoi. Elle peut pas se lever, même si elle prend un petit peu de Doliprane ou du Spasfon, ça passe pas, quoi. Hein. Donc dans ces cas-là, il faut aller voir le gynéco et puis il faut lui demander de faire un bilan. Vous avez les douleurs pelviennes chroniques, donc en fait, on a vu, hein, c'est rythmé ces douleurs par les règles, mais l'inflammation qui crée autour, ça peut donner mal même entre les règles. Les douleurs aux toilettes, c'est-à-dire soit pour faire caca, soit pour faire pipi, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont très très mal pour plusieurs raisons. Soit c'est parce qu'il y a de l'endométriose sur la vessie ou sur les intestins, soit parce qu'elles ont aussi un intestin particulier, on en reparlera après. Vous avez les troubles de la fertilité, hein, donc c'est les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et dans le bilan, on va tester le mari, la femme, et on peut trouver aussi de l'endométriose parce que bien sûr le tissu peut se mettre sur le trajet, quoi. Douleur pendant les rapports sexuels, c'est pareil, c'est pas normal, hein, c'est-à-dire que c'est des femmes qui ont très mal et qui redoutent effectivement les rapports sexuels. Alors elles voient des kinés qui leur apprennent. Normalement on a une kiné qui était avec nous, mais aujourd'hui elle n'a pas pu venir, et qui s'occupe de toute cette partie-là, c'est-à-dire comment on fait pour avoir une vie de couple normale, à peu près normale, quand on a de l'endométriose. Et les troubles, digestifs. Donc les troubles digestifs, c'est une deuxième raison pour laquelle, quand on va aux toilettes, on a mal. En fait, dans la moitié des cas, les femmes, elles ont un intestin qu'on dit perméable. Donc on verra après ce que c'est que l'intestin perméable. C'est-à-dire qu'elles ont aussi mal au ventre, elles ont mal dans leur digestion, en fait. Donc tout ça, ça entraîne beaucoup de fatigue, hein, puisque effectivement, elles sont couchées, elles ne dorment pas bien, etc. Du stress. Et ça atteint la qualité de vie. Hein. C'est pour ça aussi qu'on s'en occupe, parce que voilà, les femmes sont très impactées par cette maladie. Donc la qualité de vie, là j'ai repris un symbole de médecine chinoise parce que par rapport à ma formation. Donc là vous avez le corps, hein. Vous avez la partie des pieds qui sont sur la terre, c'est votre corps. Là vous avez les émotions, les sentiments. Et là, vous avez la connexion, la tête qui est connectée avec le ciel. Hein. Et donc, à certaines, l'action se fait du haut vers le bas, c'est-à-dire que les émotions vont impacter les douleurs, c'est-à-dire que si vous êtes en colère, si vous avez peur, si vous êtes triste, vous avez plus mal. Donc, c'est important de gérer les émotions. Et certaines femmes disent, nous, on a tellement mal que la seule chose qui nous fait du bien, c'est la prière, quoi, hein, quel que soit le Dieu compris. Mais c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui vient en fait soulager à la fois les sentiments et les émotions et les douleurs. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, on peut agir vraiment à tous les niveaux. Donc sur le plan émotionnel, donc on évalue par les tests comment sont les femmes, quelle est leur humeur. On se renseigne sur ce qui leur nourrit, la famille, l'entourage, les activités. Et on sait aussi que les hormones qui circulent partout agissent sur les émotions aussi. Hein, ça, les femmes le savent, que leurs émotions sont un peu différentes avant les règles. Et puis il y a aussi cet intestin qui souffre, et on sait que maintenant de plus en plus l'intestin c'est le deuxième cerveau. Donc du coup, l'intestin qui souffre va aussi aggraver des émotions. Donc il y a plusieurs facteurs. Hein. C'est une maladie plurifactorielle. Oui. Quel test vous proposez pour
Soit c'est des tests pour tout ce qui est, c'est des tests qu'on a nous dans les cabinets, soit anxiété, qui testent l'anxiété et la dépression, l'HAD, ou alors sinon moi, en tant que nutritionniste, c'est plutôt sérotonine, dopamine et noradrénaline. Voilà, donc c'est des questions qui correspondent à la vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous voyez vos amis, etc. Donc c'est des tests comme ça pour voir l'impact de la maladie sur la personne et aussi comment parce que si vous demandez quelque chose à quelqu'un qui est épuisé, c'est pas possible. Hein, donc comment on fait pour les accompagner? Voilà, donc ça c'est pour dire que la maladie elle est prise en charge par plusieurs personnes. Alors il n'y a pas de tisaneur dedans, mais on pourra en rajouter un. Mais on est voilà, nous-mêmes ça nous soulage aussi qu'il y ait beaucoup de personnes qui prennent en charge parce que du coup c'est assez complexe. Hein. Donc là c'est sur la prise en charge multifactorielle. Il y a des associations de femmes. Oui. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent en charge, mais effectivement, c'est un peu trop là du coup. C'est trop. En fait, ces personnes qui prennent en charge prennent le dossier à chaque fois, oui. Et ça avance pas. Oui, tout à fait. En fait, on est en train de travailler effectivement pour que toutes les personnes soient rassemblées dans des équipes. Donc ça va se faire sur le Shore et ça se fait dans des maisons de santé, puisqu'en fait, moi je travaille dans une maison de santé aussi. Et du coup, on essaie de rassembler pour que la femme ne doive pas répéter à chaque fois et qu'elle ne doive pas aller dans de l'Est là-bas et puis encore là-bas, ça va encore aggraver. Donc effectivement, c'est une demande des femmes qui ont de l'endométriose. Là, c'est une étude Endo-Espoir et elles demandent un endroit où elles peuvent se poser, discuter, avoir des ateliers et puis voir la personne dont elles ont besoin, quoi. Donc là, voilà, le suivi est essentiellement fait par des gynécologues. Mais voilà, il y a les ostéopathes, je sais qu'il y a une ostéopathe dans la salle. Il y a les kinés, important, le gastro-entérologue quand ça touche l'intestin. Les urologues, hein, du coup, c'est aussi, il y a beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup d'atteintes aussi. Hein, donc ça peut être quelqu'un qui s'occupe du rein et puis de la vessie, comme ça peut être quelqu'un qui s'occupe de l'intestin. Les atteintes sont nombreuses. Et il y a des femmes qui n'ont pas de suivi. Il y a le psychiatre aussi, parce qu'effectivement, pendant longtemps, on a dit aux femmes, vous êtes folles, c'est dans votre tête. Non, c'est pas dans votre tête. Il y a quelque chose. J'ai une question, quand on parle de perturbateurs endocriniens et de tout ce qui peut gêner le fonctionnement harmonieux du corps, est-ce que la prise régulière de certains médicaments peut induire est-ce qu'il y a des facteurs aussi comme ça ou pas de disharmonie dans le corps? Tu veux dire que si on prend des médicaments... Est-ce que aussi certains effets secondaires de certains médicaments peuvent amener l'endométriose ou non? De toute façon, les médicaments, c'est toujours une balance avantage-risque. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, les médicaments sont aussi filtrés par le foie. Donc, effectivement, il y a des médicaments qui peuvent... quand il y en a trop, ça peut venir engorger encore plus le foie et donc être encore un petit poids en plus pour faire balancer la personne dans la maladie, quoi. En tout cas, il n'y en a pas qui sont où on sait qu'ils amènent un terrain très propice à l'endométriose. Il n'y a pas eu ce type d'études-là Non. Non. Merci. Je ne connais pas. Non. Est-ce qu'ils ont intérêt à étudier ça? Comment? Est-ce qu'ils ont intérêt à étudier si ces médicaments peuvent amener... Ouais, c'est un peu compliqué. Après, maintenant, on a des plateformes qui sont indépendantes, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, je voulais juste préciser, du coup, est-ce que la pilule favorise... La pilule, c'est à double tranchant, parce qu'effectivement, elle va venir modifier le climat hormonal de la femme, mais en même temps, le traitement principal de l'endométriose, c'est de bloquer les ovaires pour plus qu'il y ait ces hormones et que ce tissu se mette au repos. Donc c'est à double tranchant, en fait. Ouais. Elle a un avantage et puis elle a un inconvénient. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de femmes qui pendant longtemps vont venir bloquer leurs hormones pour pouvoir vivre normalement. Vous pouvez détailler les inconvénients? Les inconvénients de prendre la pilule, puisque c'est ce que les médecins disent de faire. Vous parlez pendant l'endométriose ou avant? La pilule, ça se prend tout le temps en fait. Oui. Les inconvénients, c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez des médicaments à gérer encore plus. Après, il y a des contre-indications aussi. Hein. Si vous prenez par exemple la pilule et que vous fumez,
c'est très dangereux pour le système vasculaire. Enfin voilà, il y a plein de... Il y a effectivement les effets secondaires de la pilule qui sont connus. Et puis, de toute façon, plus votre technique sera naturelle, mieux ce sera de contraception. Mais en même temps, vous savez aussi que la contraception, ça a libéré la femme aussi. Hein, donc, encore une fois, il faut moduler, quoi. Oui, Oui. Un témoignage. Pendant des années, j'ai refusé de prendre la pilule parce que j'étais que dans les plantes et les pratiques naturelles. Et en fait, je me suis épuisée à gérer des pathologies liées aux déséquilibres hormonaux. Et depuis 6 mois, j'ai assumé le fait de commencer une pilule donc chimique qui va à l'encontre de mes valeurs et de mon éthique. Mais en fait, c'est libératoire. C'est impressionnant comme ça repose le corps, l'émotion, et du coup, ça permet de revenir à l'intérieur de soi. Et je trouve ça intéressant aussi de ne pas toujours... On ne peut pas tout diaboliser, hein. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Ce qui est sûr, c'est qu'un médicament, quand on le prend, il faut qu'on soit sûr que ce soit positif, effectivement. Libéré, mais il faut voir à long terme, il faut voir les effets secondaires à long terme. Beaucoup d'infertilité, non? Il n'y a pas beaucoup d'infertilité par rapport à la pilule au bout de ce matin? Ça met les ovaires au repos, donc quand ça doit redémarrer, c'est sûr que des fois ça redémarre. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez des opérations qu'on fait? On voit souvent des jeunes femmes qui viennent vers nous, ils disent on a subi des opérations pour l'endométriose, et là on doit subir une deuxième opération parce que c'est revenu. Oui, ça revient. Oui, en fait la chirurgie maintenant, on y va de moins en moins parce que on sait que c'est justement, il y a le choc opératoire, etc. Donc la chirurgie, on y va de moins en moins. Mais par contre, il y a des femmes qui souffrent énormément. Et donc, on va faire la chirurgie pour soulager leur douleur. Hein. Et puis, mais après, la maladie, elle peut se redévelopper ailleurs. Et on peut être obligé de réopérer. Mais on a de moins en moins recours à la chirurgie. Ça vient vraiment tout à la fin maintenant. J'ai pas entendu parler de produits laitiers apparemment. Attends, c'est la partie de Joanne. Je vais me permettre de faire la maîtrise du temps. Oui, c'est ça, parce qu'on qu'en plus... continue pour répondre aux questions. Ouais. Oui, parce que Joanne, elle a quelque chose après, elle a beaucoup de choses intéressantes à dire sur l'alimentation. Okay. Donc, tu peux passer... Donc voilà, les médecines alternatives qui sont utilisées par les femmes qui ont été interrogées. Et donc vous avez l'art-thérapie, la réflexion, la naturo, la sophro, la psychothérapie, peut-être la naturopathie, on peut mettre les tisaneurs dans la naturopathie, la chiropratie, diététique, on va en parler, l'homéopathie, l'acupuncture, l'hypnose, enfin toutes ces choses qui sont intéressantes pour soulager les douleurs. Hein. Vas-y. Donc ça, c'est un travail qu'on fait à la maison de santé où on va voir un petit peu quel est l'état de la femme dans tous ces secteurs, c'est-à-dire ses douleurs, son activité physique, son travail, sa sexualité, ses émotions. Et donc, on va interroger la femme pendant très longtemps. On va faire un espèce de diagramme pour voir qu'est-ce qui est OK chez elle et qu'est-ce qui a besoin d'être développé. Et on prendra les rendez-vous avec les différents professionnels qui sont formés à l'endométriose. C'est en train de se mettre en place. Hein. C'était le travail de tout 2023 et on va vraiment débuter les ateliers vers février-mars 2024. Est-ce que parmi ces professionnels que vous avez contactés pour travailler là-dessus, il y a aussi des personnes qui travaillent avec les plantes? Oui, c'est pour ça que j'étais venue vous voir. Sur le marché, parce que justement, moi je pense que les plantes sont hyper importantes pour nettoyer, vous allez me dire justement quelles sont les possibilités de vos plantes. Ce qui est surtout important, c'est que les plantes du terroir sont plus puissantes que les plantes qu'on va chercher dans l'Himalaya ou à l'autre bout et qui prennent l'avion, etc. Donc oui, c'est très important. Oui. Il y a une énergie. L'énergie. Des fois, ça peut, sans que ce soit par les plantes, ça peut être aussi vous dites que l'énergie... Non, mais les énergies de manière générale. Oui, c'est pour ça que je vous ai montré les énergies, effectivement, vont venir réguler l'état de la personne. Et on peut l'orienter, effectivement, vers des pratiquants de yoga ou vers ce qui lui fait du bien, en fait. Hein. C'est un interrogatoire. En fait, nous, on n'apporte pas en disant faites ci, faites ça. On écoute la femme, on dit qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous fait du bien, voilà. Et on essaye de l'orienter pour pas qu'elle aille trop loin.
Je voulais savoir, en fait, ça se déclenche à quel moment l'endométriose? Au moment de l'adolescence? Ça peut se déclencher à l'adolescence, ça peut se déclencher aussi vers 35-40 ans parce qu'il y a un déséquilibre hormonal physiologique à ce moment-là. Et puis surtout, il y a cette histoire de balance, c'est-à-dire on rajoute, et puis à un moment, pouf, ça bascule, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par ressources dans votre diagramme? À quoi? Alors les ressources, c'est les ressources de la femme. Hein. Qu'est-ce qui lui fait du bien? Il y en a qui vont dire, ben moi, je suis dans mon jardin. Il y en a, elles vont aller à la plage. Il y en a, c'est ses ressources à elles. Voilà, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont à l'église ou dans leur temple. Voilà, c'est ses ressources à elles. Voilà, donc la partie alimentaire qui est spécifique puisque je suis ce que je mange. Hein, vous savez que c'est important ce qu'on met à l'intérieur et grâce à cette alimentation, et donc ça c'est Joanne qui va surtout en parler, on peut avoir un effet anti-inflammatoire. Donc c'est important de connaître aussi qu'est-ce qu'on mange. Ça c'est, bon je vais peut-être passer un peu vite, ça c'est un travail je suis micronutritionniste, donc on va voir à la fois ce que les gens y mangent, hein, glucides, protéines, lipides, mais aussi la micronutrition, c'est ça, on voit ce qu'on connaît de l'alimentation, mais aussi toutes les vitamines, hein, c'est-à-dire la qualité en fait de ce qu'on mange, et on voit aussi la barrière intestinale, donc comment votre intestin y absorbe, 3 parties. Dans l'endométriose, donc ça c'est la partie de Joanne, je vais lui laisser. Il y a des carences, il manque beaucoup de choses, hein, puisque vous avez vu, il y a toutes des réparations à faire, donc il y a une hyperconsommation. Et il y a des carences en magnésium, en fer, en iode, en vitamine D, en zinc. Donc notre travail aussi c'est de faire des prises de sang et de voir, parce que si vous ne mettez pas d'essence dans votre voiture, vous y allez pas, quoi. Hein, donc du coup c'est vraiment de recharger pour que l'organisme il fonctionne mieux. Donc il faut faire des prises de sang, il faut faire un bilan, tout le monde dit des bilans. Et puis on a ce qu'on appelle l'intestin perméable, donc là c'est la diapo d'après. Ouais. Donc l'intestin perméable, donc c'est ces femmes qui ont mal au ventre, hein, la moitié des femmes. Donc l'intestin, il faut le voir comme un grand tissu. D'un côté, vous avez la lumière d'intestin, c'est ce qu'on mange, et de l'autre côté, vous avez votre système immunitaire. Et normalement, en fait, les cellules, il y a du ciment, hein, c'est-à-dire il y a du ciment entre les cellules, donc ça passe pas. Et dans l'intestin perméable, ce ciment, il a sauté. Et donc là, vous avez des choses qu'on mange qui vont passer et qui vont venir hyper stimuler le système immunitaire. Donc en fait, il y a toujours une immunité, il y a toujours de l'inflammation, il y a toujours l'incendie en fait, hein, il y a toujours des braises en fait, tout le temps. Et donc dans les aliments, bah, vous avez le gluten et tout ça, et c'est ce que va dire Joanne après. La dysbiose, en fait, c'est donc un déséquilibre de la flore, donc votre jardin intérieur. Normalement, il y a un petit peu de tout. Il y a des plantes, il y a un petit peu de tout comme dans la nature. Et dans ces cas-là, il y a moins de plantes, il y a moins de diversité, et du coup, il y a des germes qui vont sortir, c'est-à-dire le champignon Candida albicans. Et puis, c'est ces femmes qui ont tout le temps des mycoses ou tout le temps des infections urinaires à répétition. Donc ça, c'est lié à votre jardin intérieur qui n'est pas équilibré. Donc il y a il y a quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Donc on va ensemencer en fait l'intestin avec ce qu'on appelle les probiotiques, donc une alimentation riche en végétaux et diversifiée, on vient à l'alimentation. Et puis vous avez des petites gélules avec certains bacilles, donc là il y a des noms un peu compliqués, bon ça c'est des affaires de spécialistes, c'est-à-dire qu'on va prescrire les petits, c'est un peu ce que vous preniez avant les ultra-levures et tout ça, quand il y avait, voilà, c'est un peu la même chose, mais là c'est spécifique de l'endométriose. Et du coup, excusez-moi, oui, j'avais déjà entendu qu'il valait mieux éviter justement les lactobacilles dans le cadre de certains équilibres, notamment peut-être dans ces cas-là, mais du coup ce serait... Oui, dans quel cas alors du coup d'éviter les lactobacilles? Justement dans le cas de perméabilité. En fait, on fait 2 choses. On va réparer la membrane en mangeant mieux, en ayant une alimentation dont parlait Joanne. Et après, on va quand même réensemencer. Oui, il y a plusieurs choses à faire. Hein. Si on prend qu'une chose et qu'on ne change pas son assiette, ça sert à rien. Ah non, pourtant c'était dans la globalité, mais justement c'était mis en lien avec toutes les intolérances, lactose et autres, et du coup c'était
voilà, quand il y avait un stade de perméabilité, j'avais déjà entendu qu'il valait mieux éviter les types de lactobacilles, mais c'est pour avoir... Oui, en fait, c'est une prise en charge globale. On ne peut pas prendre que des lactobacilles. Effectivement, quand c'est perméable, ça passe. Donc, il va falloir réparer, mettre du ciment entre les cellules et ensuite réensemencer le jardin, quoi. Du coup, j'ai une autre question. Quand est-ce que, enfin, moi, je suis souvent confrontée à la question de d'évaluer en fait l'efficacité. Enfin, en fait, à quel moment on a rétabli la perméabilité, à quel moment on passe au second stade. Enfin, je trouve que c'est compliqué dans tout ce qui est complément alimentaire, etc. ou voilà, approche un peu holistique, de déterminer. C'est les signes cliniques, hein. La femme elle a plus mal au ventre, hein, elle a moins mal au ventre. C'est vraiment on se base que sur la clinique, hein, parce que les autres en fait, il y a des prises de sang, mais c'est complexe, c'est cher, c'est pas remboursé. Donc on se base sur la clinique en fait. Est-ce qu'elle va mieux? Voilà. Est-ce qu'elle a moins d'infections urinaires? Est-ce qu'elle a moins de mycoses? C'est vraiment la clinique en fait. Donc les carences dosées, j'en ai parlé. Donc voilà, il faut demander à votre médecin qui dose la vitamine D, le zinc, pour voir si vous avez ce qu'il faut pour vous défendre en fait, hein. Et le magnésium. Le magnésium, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est vraiment... Alors ça, c'est hyper complexe, hein, mais le magnésium, c'est le support de l'énergie. Alors ça se dose pas, le magnésium, parce que c'est à l'intérieur des cellules, on n'arrive pas à le doser. Mais c'est hyper important, ça fabrique de l'énergie, hein. Donc quand vous êtes à plat, en fait, il faut vraiment favoriser les aliments où il y a du magnésium. Et il faut prendre du magnésium, voilà, plutôt du magnésium marin, pour remonter un peu votre énergie, parce que c'est sûr que pour changer son alimentation, pour aller voir les différents spécialistes, il faut de l'énergie, hein. Voilà, donc s'occuper de... Donc ça, c'est un peu la dernière. On va s'occuper de l'excès d'œstrogène, donc avec certaines plantes, et c'est là que, après que Joanne ait fait sa partie, on en parlera, parce que sinon, elle ne pourra pas parler, c'est embêtant. Donc plantes gâtilliers, alchimie, ça c'est des plantes de métropole, enfin je pense, et les plantes locales dont vous allez parler, détoxifier le foie, artichaut, radis noir, desmodium, mais il y en a d'autres aussi, corriger les carences et donner du magnésium pour l'énergie, s'occuper de la perméabilité digestive et donner les probiotiques adaptés. Donc c'est un petit peu la prise en charge globale dont je m'occupe quand on fait appel à moi. Et du coup, merci pour votre attention. Sac mi fan côté où va repousse plus joli.